Salut à tous. Alors, j'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais bon, vu l'état des marchés, je suis obligé de prendre le micro pour en discuter un petit peu avec vous. Il s'est passé pas mal d'événements fin de semaine dernière, ce week-end et puis ce lundi matin. Moi, ce qui m'a le plus marqué, ça reste fin de semaine dernière quand Trump est allé jouer au golf en pleine crise financière. Ça représente tellement le personnage et évidemment, c'est voulu. Il maîtrise très bien son image. Il n'est pas allé jouer au golf ce jour-là parce qu'il voulait jouer au golf. C'était justement pour montrer, ben voilà, moi je suis serein, mes décisions sont fermes et définitives. Ce qui a été répété d'ailleurs par son administration un petit peu plus tard dans le week-end. Et il y a plusieurs voix qui se sont élevées contre ces tarifs. Pas mal de voix du côté des républicains et notamment Ted Cruz. Beaucoup de voix du côté business et aussi du côté financier, du côté de Wall Street, notamment du côté des hedge funds, avec de grosses figures de l'investissement comme Bill Ackman, comme Stanley Druckenmiller, comme Howard Marks, qui sont montés au créneau pour dénoncer une politique tarifaire délirante et qui parlent, alors je crois que c'est Bill Ackman qui dit ça, hein, d'un hiver nucléaire économique, rien que ça. Et c'est vrai que personne ne s'attendait à de tels tarifs hein, dans les salles de marché. Ça a vraiment été la surprise totale. Ce qui est fou, c'est que la crise elle-même, enfin dans le sens, l'annonce des tarifs de Trump était totalement prévue. On connaissait ce 2 avril de Liberation Day depuis un moment, mais personne n'avait pris la mesure, et moi évidemment, j'en ai pas pris la mesure de ce qui allait être annoncé. Et du côté des entreprises, même chose, ça a eu un impact énorme et dès maintenant, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets, de gros projets industriels qui ont été mis en arrêt aux États-Unis, tout simplement parce que les coûts explosent, l'acier, les machines, les composants, etc. Donc des projets annulés. Il y a une usine de recyclage plastique à 300 millions de dollars qui a été stoppée et il y a beaucoup d'usines qui sont en cours de construction et qui voient leur future marge diminuer. Si elles étaient à refaire maintenant, les entreprises ne les referaient pas parce qu'elles sont plus rentables. Donc on le voit, il y a un vrai impact sur la vie réelle. Et à l'international, il y a une cinquantaine de pays qui sont en train d'essayer de négocier avec Trump pour éviter les tarifs, mais pour l'instant, il n'y a aucun succès. Parmi les pays qui paniquent, il y a le Vietnam, évidemment, qui avait largement profité du premier mandat de Trump. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, leurs exportations ont vraiment explosé ces dernières années et ils sont vraiment sous la menace d'un droit de douane de 46%. Donc toutes les usines qui bossent pour Nike, pour Levi's, pour Target, etc., elles sont en panique et les patrons recherchent des débouchés. Alors comment est-ce que je vois ça de mon côté? Déjà, ce qui m'impressionne toujours en bourse, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt hein, des passionnés des marchés financiers, c'est que chaque nouvelle crise est extrêmement différente de celle d'avant et souvent de celle d'avant, etc. Donc on a vu en 2000 dégonflement des valorisations, enfin on a eu dégonflement d'une bulle après une crise financière, après on a eu la crise de l'euro, la crise grecque, on a eu le Covid, etc. Et là, une crise des droits de douane, c'est vraiment du jamais vu de mon vivant, mais même depuis extrêmement longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et c'est ça qui est entre guillemets drôle en bourse, c'est qu'on peut jamais prévoir et que quand ça arrive, bah, tout est nouveau. Donc on est obligé à chaque fois d'essayer de comprendre ce qui va se passer, combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va baisser. Alors je vous le dis tout de suite, je prends cette crise très au sérieux, très très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, je sais pas, comme des baisses qu'on a vues récemment sur ah bah il y a une petite pointe d'inflation qui revient, donc les taux vont monter, donc la bourse se prend un moins 10%, une petite correction, etc. Là, c'est vraiment les tarifs qu'a mis Trump sont tellement déments que s'ils sont laissés, j'ai quasi aucun doute qu'on va avoir une grosse récession mondiale. Ça, c'est le premier point. Donc, ça se voit vraiment dans la vraie vie, ça va se voir dans les chiffres des entreprises parce que le commerce mondial est quasiment bloqué ou va être bloqué en tout cas extrêmement rapidement. Et pour changer des routes, des importeurs qui vont importer d'autres pays, des exportateurs qui vont trouver des débouchés ailleurs, ça va prendre des mois, des années. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, voilà, je prends cette crise-là très au sérieux, même si, comme d'habitude, je suis zen, ça me fait sourire parce que moi, je suis là pour le long terme. Donc, ça, c'est la première raison. Je prends cette crise au sérieux parce qu'elle a des impacts dans l'économie réelle qui sont très forts et qui sont très rapides aussi. Comme je vous le dis, il y a déjà des usines qui ne vont pas sortir de terre à cause de ces droits de douane. Alors la deuxième inquiétude, c'est qu'aucune zone géographique n'est épargnée. Il y a évidemment tous les exportateurs aux États-Unis, donc l'Asie, l'Europe, etc. Et puis, comme j'arrête pas de le répéter, évidemment, les entreprises américaines sont fortement impactées aussi. Donc il y a ce côté géographique. Ensuite, il y a le côté sectoriel, c'est-à-dire que même les secteurs qui sont réputés défensifs en bourse, ben, vu que ce sont des tarifs douaniers défensif ou pas, si vous êtes une boîte dans la pharma, dans la santé, si vous êtes dans l'alimentaire, si vous vendez des consommations de base, etc., et que vous êtes européen et que vous vendez aux États-Unis, ou bien si vous êtes américain qui devait importer ce type de produit, ça vous touche de plein fouet, que vous soyez dans la santé, voilà, ou dans de l'alimentaire, enfin des choses qui sont réputées globalement, normalement, beaucoup plus stables. Et point important aussi, et c'est le principe d'une récession, même si vous êtes je ne sais pas, une boîte franco-française, ou en tout cas au sein de l'Europe, qui n'a aucun impact avec les États-Unis, etc., qui sont censés, donc, on va dire, bien s'en sortir, ou pareil, un Américain qui n'utilise que des produits américains. Le principe d'une récession, c'est que comme ça va coûter de l'argent
aux consommateurs, aux producteurs, etc., il y aura moins d'argent au global même pour dépenser de l'argent chez ceux qui ne sont pas impactés. Donc même si vous êtes une entreprise franco-française, si les gens voient augmenter toutes leurs importations, donc leur abonnement Netflix, leur téléphone, etc., il y a toute une partie qui est impactée, ils auront moins d'argent dans le porte-monnaie pour dépenser même des choses qui sont franco-français. Donc même la boulangerie du coin, si vous voulez, elle peut être impactée, alors qu'a priori, elle devrait ne pas l'être. Et je dis elle devrait ne pas l'être, mais c'est faux parce que même une boulangerie, il va y avoir des paiements par carte Visa, sa caisse enregistreuse, s'il faut la changer, je parie qu'elle n'est pas faite en France. Je suis sûr qu'ils ont plein d'abonnements aussi avec des services qui sont liés aux États-Unis, même chose en termes d'importation. Les prix de l'électricité, etc., sont des prix internationaux. Bon, bref, ça fait que même s'il y a des business franco-français, à la fin, si les Français ont moins d'argent dans les poches ou les Américains, ça va impacter tout le monde. Et le troisième point, qui est aussi extrêmement important, et ça, il faut bien l'avoir en tête pour tout investisseur, c'est que pour un investisseur, le plus dur, c'est pas l'ampleur de la chute, c'est pas ça qui compte le plus, c'est sa durée. Si vous avez une correction qui est violente mais brève, type Covid, on encaisse finalement le temps de réfléchir, etc. C'est remonté et puis voilà, ça repart. Alors que si vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans de baisse molle, etc., ça, en revanche, c'est un cauchemar psychologique. On a toujours l'impression qu'on va s'en sortir, ça rebaisse, etc. Les gens perdent confiance dans la bourse pour l'avoir constaté, donc notamment pendant le dégonflement de la bulle Internet. Au bout d'un moment, je veux dire, quand on a touché un pic en mars 2000, je crois, de mémoire, quand vous êtes en 2002, 2003, 2004 et que vous êtes toujours perdant, il y a un moment où vous commencez à vous décourager, à vous dire, mais finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pas que je fasse de l'immobilier ou autre? C'est extrêmement dur à tenir. Encore plus si vous mettez régulièrement de l'argent, ce qu'on conseille de faire globalement. Si vous mettez de l'argent régulièrement, vous avez tendance, même l'argent qui a été remis après une baisse, il continue à perdre. Donc c'est extrêmement dur psychologiquement, beaucoup plus que le moins 50% qui dure 2 mois. Et si je devais trouver une crise qui serait la plus similaire à celle qu'on vit aujourd'hui, je dirais que c'est le Covid. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre parce que c'est une pandémie, etc. Mais je dirais que c'est le Covid parce que dans le Covid, on a vu un commerce mondial qui s'arrêtait. On a vu tous les problèmes de supply chain, etc. C'était très compliqué de trouver certains produits, beaucoup de problèmes d'import-export, etc. Donc, même si ce n'était pas évidemment une taxe, je trouve qu'en termes de blocage de l'économie, c'est assez similaire. Mais évidemment, c'est extrêmement différent. Et ce qui fait que c'est si différent, je trouve, et ça c'est une différence énorme, c'est que pendant la crise du Covid, tous les acteurs économiques essayaient de résoudre. Tout le monde ramait dans le même sens, si vous voulez. Bien sûr, les équipes de santé, les infirmières, les médecins qui essayaient de soigner les malades, les gouvernements qui, c'est la panique totale, ils faisaient un peu n'importe quoi, mais en tout cas, ils essayaient de résoudre les problèmes. Les entreprises aussi essayaient de trouver des moyens de fonctionner malgré le virus, etc. Donc, tout le monde allait dans le même sens et l'Europe allait dans le même sens que les États-Unis, que la Chine. Tout le monde essayait de trouver une solution pour sortir de ce problème. Alors que là, le problème, il est créé. On est d'accord, le problème a été créé, tout allait bien, entre guillemets, et puis le problème a été créé par qui? Par Donald Trump et l'administration Trump qui dirige la plus grosse puissance mondiale. Et ça, c'est à la fois le gros problème et le gros avantage de cette crise. Pourquoi le gros problème? Parce que tout le monde ne rame pas dans le même sens. On n'est pas du tout comme dans le Covid où tous les acteurs économiques essayent de faire le mieux possible. Non, on a le plus gros acteur économique, donc les États-Unis, qui a mis le bâton dans les roues de tout le monde, y compris dans leurs roues à eux. Donc c'est ça qui fait le côté un petit peu panique. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus dangereux, beaucoup plus dangereux que le Covid, parce que si les personnes qui ont créé ça veulent le maintenir, s'ils sont vraiment idéologues au point de se dire, de toute façon, il faut passer là, faut couler avant de pouvoir reconstruire quelque chose de mieux, on pourra relocaliser, etc. On ne peut pas faire grand-chose. S'ils décident de laisser les tarifs à ce niveau-là, les Européens, les Asiatiques ou les Américains qui sont contre cette politique ne peuvent pas faire grand-chose. Il est au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quelqu'un, Trump en l'occurrence, peut débloquer ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est anticipé d'ailleurs, c'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que parmi les 50 pays qui sont en train de négocier avec Trump, il va y avoir 1, puis 2, puis 3 qui vont trouver un accord avec Trump. Trump va pouvoir revenir vers son électorat en disant, vous voyez, j'ai réussi à négocier avec le Vietnam tel taux, etc. On va gagner de l'argent, voilà. Et le taux sera évidemment pas le taux actuel qui a été annoncé par Trump. Donc les marchés seront soulagés parce qu'ils vont voir une porte de sortie, si vous voulez. Mais ça peut être la situation future ou pas, ou peut-être que Trump va rester bloqué sur ses tarifs de 10, 20, 25, 50%, et ça peut entraîner donc vraiment une récession mondiale. Donc c'est ça qui est drôle, et c'est ça évidemment qui, comme d'habitude, rend la crise totalement imprévisible. Alors ce qui peut aider Trump à être un peu plus souple,
c'est la pression non seulement de Wall Street, mais là, on voit bien qu'ils ne l'écoutent pas trop, mais de la plupart des Américains, puisqu'il ne faut pas oublier, j'ai relu les chiffres ce matin dans la newsletter de Yardeni, 62% des adultes américains détiennent des investissements boursiers. Donc forcément, il va avoir une pression qui vient un petit peu de tous les côtés, des milieux économiques, d'une partie des électeurs aussi, hein, puisque quand même 62%, c'est pas négligeable. Donc peut-être qu'à un moment, il va fléchir un petit peu, il va accepter des deals avec les différents pays. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de crise, parce que vous posez la même question que moi, que tout le monde, est-ce qu'il faut acheter, vendre, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote marrante. Donc ma femme, la semaine dernière, me dit, donc c'était je crois vendredi dernier, donc il y avait déjà une forte baisse, elle me dit, mais tu crois pas qu'on devrait vendre et puis racheter un petit peu plus bas? Et je lui dis, oui, mais le problème c'est que la situation, elle peut se résoudre n'importe quand et ça peut rebondir du jour au lendemain. Alors évidemment, ce matin, vu la tête des marchés, heureusement qu'elle ne suit pas trop, parce qu'elle n'a pas trop vu, mais je pense qu'elle douterait un petit peu de mes compétences financières. Mais donc pourquoi est-ce que je ne vends pas? Parce que là, on a des phases de baisse très violentes, mais à un moment où le moment où la situation va se débloquer, ou alors on aura atteint des points qui sont trop bas par rapport au risque, ça peut repartir extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver un de ces jours prochains avec des plus 6% sur les bourses, tout comme là, ce matin, on avait du moins 6%, là je vois que ça baisse un petit peu moins, puisqu'on est lundi matin au moment où je tourne cette vidéo. Donc on peut avoir un rebond extrêmement rapide. Et moi, ce que je joue, c'est pas, vous le savez très bien, c'est pas le market timing. Moi, ce que je joue, c'est les 8-9% de rendement de la bourse après inflation. Ça me convient bien. Mes ETF, c'est ce qu'ils vont me donner. Mon stock picking, j'essaye de battre ça. Mais à la fin, honnêtement, mes rendements de portefeuille boursier vont tourner autour des rendements moyens de la bourse ou de la stratégie quality pour la partie stock picking. Donc, vu que j'essaye pas forcément de battre énormément le marché, si vous voulez, moi, si je me retrouve à rater un rebond de 6 ou 7%, ça coûte très cher parce que si je rate 2 jours de hausse, par exemple, je peux me retrouver à perdre 10%, perdre un manque d'opportunité de 10%, ce qui est beaucoup pour moi. C'est une année, si on prend les performances à long terme, c'est une année de revenus. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance, et vous le savez très bien si vous me suivez depuis un moment, à rester investi, à pas trop m'exciter. Ce que j'ai fait et ce que je vais continuer à faire aujourd'hui, c'est à vendre quelques défensifs qui ont moins baissé pour réinvestir sur d'autres valeurs. Mais honnêtement, je fais ça vraiment à la marge. Alors, tout ce que je vous dis, évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement. Faites ce que vous voulez. Mais je vais vous dire aussi ce que je ne fais pas. Ce que je ne fais pas, c'est que je ne vais pas, par exemple, sortir des liquidités, parce que je vois parfois ce type de questions ou de commentaires, des gens qui sortent de l'argent de ce qu'on appelle leur épargne de précaution, donc de leur livret, de l'argent qui sont mis de côté en cas de pépin. Ça, moi, j'y touche pas, même si parfois, je suis comme tout le monde, hein, ça me tente de le faire, de vider mes livrets, surtout que j'ai beaucoup d'épargne de côté, de précaution, parce que comme j'ai beaucoup d'immobilier, on ne sait jamais ce qui peut se passer de ce côté-là. Mais non, je ne le ferai pas. Non, je ne vais pas non plus acheter des ETF leveragés pour profiter d'un rebond. Voilà, tout ce qui est stratégie un petit peu risquée comme ça, je ne le fais pas. Moi, je reste zen. Et honnêtement, si je ne faisais pas ce contenu que j'ai pris l'habitude de faire, avec lequel je prends beaucoup de plaisir, etc., si je ne faisais pas ces vidéos, si je n'avais pas tous ces contacts avec vous au travers des forums de Club Bourse Éco, peu importe, je suivrais quasiment pas les marchés. Là, ce week-end, je suis sorti, je suis allé m'aérer, je suis allé marcher le long de la plage et je préfère 1000 fois faire ça plutôt que de me creuser la tête, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés boursiers. Et donc, si j'étais pas relativement impliqué, notamment avec toute cette création de contenu dans les marchés, je crois qu'il y a un moment où je regarderais, j'ouvrirais mes comptes, je regarderais 10 minutes dans la journée, ça me suffirait très largement, vu que qu'est-ce qui peut se passer si je regarde trop, plus je regarde, même je vais être tenté d'agir et voilà, moi je ne suis pas le meilleur pour ça va sûrement me faire perdre de l'argent, donc je préfère rester un petit peu loin de tout ça. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais donc tu fais rien du tout, tu regardes, etc. Oui et non. En fait, je vais vous dire franchement ce que j'ai en tête, c'est que comme il y a potentiellement un marché qui va baisser fortement avec une crise longue, etc., le meilleur à faire pour moi financièrement, c'est d'augmenter les revenus. Mais augmenter mes revenus pour pouvoir épargner et mettre en bourse. C'est ça que je suis en train de faire, ou ce à quoi je réfléchis en ce moment, parce que c'est la meilleure période, peut-être, je ne sais pas, peut-être de ma vie, ou en tout cas de la décennie, pour investir ces prochaines années. Comme je suis déjà beaucoup investi, et je perds énormément d'argent, alors je vous rassure, je perds beaucoup d'argent avec les marchés boursiers qui baissent. Vous n'êtes pas les seuls si vous êtes investi, on est tous dans le même bateau. Surtout, comme je le disais, il n'y a pas de secteur où se cacher ou de pays où se cacher. Donc moi, je réfléchis à trouver de nouvelles sources de revenus pour pouvoir épargner et mettre en bourse. C'est pas que je suis quelqu'un qui ait besoin d'énormément d'argent pour vivre, bien au contraire. Mais voilà, c'est mon jeu, c'est comme ça que je m'amuse. Je trouve ça sympa. Donc je réfléchis à de nouvelles sources de revenus, bien épargner et mettre ça en bourse pour les prochaines années
peut-être que j'aurai pas l'occasion parce que les marchés vont remonter en flèche, mais c'est pas le chemin que ça prend. Bon, on verra en tout cas. Donc voilà, je sais que je vous apporte peut-être pas grand-chose dans ce type de vidéo parce que je vous raconte surtout que je ne fais rien, mais c'est pour vous montrer aussi que voilà, moi j'ai aucun stress sur ce qui se passe. Je trouve ça dommage en fait, c'est surtout ça parce que je vois Donald Trump qui est en train de casser l'économie mondiale et c'est du réel, comme je vous disais, c'est pas des petits indicateurs macroéconomiques qui sont en train de bouger et puis le marché panique à cause d'une hausse des taux d'intérêt. On est vraiment sur du concret, donc j'espère qu'il va réaliser sa boulette le plus tôt possible, lui-même ou par pression de ses proches ou par pression de Wall Street et voilà, de la plupart de son électorat. Mais voilà, surprise totale, on sait que c'est quelqu'un d'assez spécial, Donald Trump, on peut pas qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut au moins s'accorder là-dessus. Donc voilà, impossible de prévoir le futur. Franchement, impossible de prévoir le futur, impossible de prévoir la bourse. Je le dis tout le temps, mais là j'ai envie de dire que c'est pire que jamais. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant à suivre. C'est voilà, de vivre ça va être, on va encore apprendre encore plus. Je suis beaucoup mes propres valeurs, évidemment, mon portefeuille, pas pour trop agir dessus, même s'il y en a certaines que je rachète voilà, occasionnellement, enfin que je rachète, que je renforce, mais ça me permet de voir aussi comment elles évaluent dans ce genre de marché. Mais racontez-moi ce que vous faites en ce moment, assez parler de moi, mettez-moi en commentaire ce que vous faites. Est-ce que vous gardez bien votre cash de précaution? Est-ce qu'il y en a certains qui ont vidé les comptes? Et je sais que certains vous l'ont fait pour investir en bourse. Voilà, comment vous voyez la suite, mais puis quel est votre plan? Et est-ce que vous arrivez à suivre votre plan ou est-ce qu'il y en a quelqu'un déjà parmi vous qui s'était dit ben moi mon plan en cas de crise c'est de faire ça et puis qui se retrouve tétanisé et à deux doigts de tout vendre? Mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, restez zen, franchement ça sert à rien de paniquer, mettez un petit peu vos émotions de côté, essayez de réfléchir avec votre tête, avec votre cerveau, regardez votre portefeuille, est-ce qu'il vous plaît à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes serein avec votre portefeuille, c'est ça le plus important et c'est vraiment un test, hein, ces marchés-là, c'est là où on s'aperçoit si on a fait des bonnes décisions d'achat parce que s'il y a des titres que vous ne connaissez pas, qui perdent des 10%, 12% et vous vous demandez pourquoi, c'est pas bon signe, c'est que vous n'êtes pas vraiment au courant des risques, notamment des risques en termes d'exportation, où est-ce que cette entreprise vend ses biens, où est-ce qu'elle importe, c'est le moment de se renseigner sur les fournisseurs, sur les clients, etc. Mais idéalement, il faut le faire au moment de l'achat. En tout cas, mettez-moi tout ça en commentaire, bien sûr, likez si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager mes vidéos et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.